Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, une histoire d'apprentissage rapide, le destin des Bouddhas afghans, le pourquoi du pénis lisse et des robots pantomimes. Normalement, pour retenir vraiment une information, il faut la rabâcher pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est le seul moyen de la faire rentrer dans la mémoire à long terme. Mais il y a des exceptions à cette règle. Par exemple, lorsque l'on comprend subitement la solution d'un problème et que l'on pousse ces petits « Ah » ou « j'ai compris », eh bien là, typiquement, l'information passe du premier coup dans la mémoire à long terme. Ceci permettra plus tard de résoudre mieux et plus vite des problèmes équivalents. Mais comment fonctionne cet apprentissage rapide ? Afin de connaître le fin mot de l'histoire, des chercheurs israélo-américains ont enregistré par IRM fonctionnel l'activité cérébrale d'une trentaine de personnes, des cobayes auxquels ils ont demandé de donner un sens à des images trafiquées du monde réel. Après les avoir laissés cogiter quelques secondes, ils leur ont montré l'image originale, c'est-à-dire la solution. 1 à 3 semaines plus tard, les scientifiques ont fait revenir les individus et leur ont montré les mêmes images trafiquées, afin de voir ce qu'ils avaient retenu. Les résultats montrent que le stockage rapide d'une information dans la mémoire à long terme est lié à l'activité des amygdales. Attention, pas les amygdales qui se trouvent au fond de la bouche, mais celles-ci, qui se trouvent dans le cerveau. Les amygdales cérébrales sont souvent associées à l'apprentissage des émotions. Mais ce travail semble suggérer qu'elles pourraient aussi jouer un rôle en indiquant aux autres parties du cerveau qu'une information majeure a été stockée ici ou là. En mars 2001, sur ordre du Mollah Omar, les talibans faisaient sauter les grands Bouddhas de Bamiyan, en Afghanistan. 10 ans plus tard, l'UNESCO a réuni à Paris des officiels afghans, ainsi que des chercheurs, afin de statuer sur l'avenir de ce site classé au patrimoine mondial de l'humanité. Plus particulièrement, il s'agissait de savoir si oui ou non, il fallait reconstruire les grands Bouddhas. La question se pose en effet, car depuis leur arrivée sur place en 2002, les scientifiques ont pas mal appris sur ces statues et sur le complexe monastique qui les entourait. D'abord, en étudiant les fragments, ils ont pu déterminer que les Bouddhas avaient été construits au VIe siècle et que les détails des robes n'étaient pas taillés dans la roche, mais constitués d'argile, de poils et de paille. D'après les recherches, les Bouddhas ont été peints à plusieurs reprises et devaient probablement porter un visage en bois. Mais ce n'est pas tout, car des chercheurs de l'université d'Aix-la-Chapelle en Allemagne sont parvenus à effectuer une reconstitution 3D de ces Bouddhas et même à imaginer un moyen de les reconstruire en remettant les fragments originaux à leur place. De la théorie à la pratique, il n'y avait qu'un pas que les experts de l'UNESCO n'ont pas franchi. L'idée d'une reconstruction est pour le moment écartée. À l'inverse, décision a été prise de consolider la niche du plus grand Bouddha et de la laisser vide pour témoigner de la violence passée. Et si le propre de l'homme ne se trouvait pas dans l'information génétique qu'il a acquis au cours de l'évolution, mais dans celle qu'il a perdue? C'est ce que suggère en tout cas une équipe américaine de l'université de Stanford. Après avoir comparé le génome humain à celui de Néandertal et de plusieurs grands singes, les chercheurs ont en effet relevé 510 disparitions génétiques. La plupart de ces pertes se situent dans des parties non codantes de l'ADN, mais qui sont capables d'influencer l'expression des gènes. Et pas des moindres, car c'est semble-t-il à la faveur d'une perte d'ADN que le cerveau humain, comme celui de Néandertal, est devenu plus gros. Et ce n'est pas tout, car tenez-vous bien, d'après l'étude, sans ces délétions, le pénis humain aurait eu une toute autre allure, puisqu'il serait recouvert d'épines de kératine, un détail anatomique qui permet aux chimpanzés ou aux macaques de s'accrocher à la femelle et d'ôter le sperme d'un éventuel rival. La perte de ces épines péniennes s'expliquerait par une délétion à proximité d'un gène codant pour un récepteur aux androgènes. Et pour les chercheurs, cette disparition anatomique pourrait être impliquée dans l'apparition de la monogamie chez l'homme. Si les robots humanoïdes doivent un jour s'immiscer dans notre vie quotidienne, ils devront apprendre à communiquer avec l'homme selon les codes et les conventions en vigueur chez les humains. Cela passe par la parole, mais aussi par la gestuelle, la communication non verbale. Et c'est sur ce sujet que travaille une équipe américaine de l'Institut de technologie de Géorgie, qui a présenté ses résultats la semaine dernière lors d'une conférence de robotique à Lausanne. Le héros du jour s'appelle Simon. Il s'agit d'un robot humanoïde qui, en certaines occasions, peut se transformer en pantomime. Par exemple, ici, Simon mime quelque chose. Il déplace une boîte virtuelle. En essayant de faire deviner à des observateurs l'action qu'il est en train d'effectuer, les chercheurs ont pu améliorer grandement les détails de ses mouvements. Mais ce n'est pas tout, car Simon a aussi appris à attirer l'attention d'un homme. S'il est en face d'un individu plongé dans son travail, Simon lève le bras et secoue la main.
Vous allez me dire à quoi ça sert? À rien, car la vraie mission de Simon n'est pas de perturber le travailleur, mais de déterminer si oui ou non il est parvenu à capter l'attention de l'humain. Une mission qu'il remplit dans 80% des cas. Reste quand même à améliorer le naturel de l'opération. Voilà, ce numéro est terminé. Rendez-vous vendredi prochain dans cette même émission ou bien sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.